Bonjour tout le monde. Donc notre cours aujourd'hui, c'est les aspects pédiatriques de la réanimation, ou plutôt la réanimation pédiatrique pour les non-réanimateurs. Il faut savoir que la prise en charge de l'enfant en détresse implique souvent des sentiments de peur, de panique, voire même la fuite personnelle. Souvent, on est devant un équipement non adéquat, non préparé. Puis, il faut savoir que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et là, ses particularités anatomiques, physiologiques, psychologiques qu'il faut absolument connaître. Donc, sur le plan physiologique, je commence par la physiologie cardiovasculaire. L'enfant, au départ, il a des résistances vasculaires pulmonaires qui dépassent très largement les résistances vasculaires systémiques. Et donc, le cœur, il a des chantes telles que la foramen ovale et le canal artériel. Donc, tout le sang récupéré par la maman va partir vers le cœur droit et comme la pression dans le cœur droit sont très élevées, donc le sang passe du cœur droit vers le cœur gauche et comme ça, c'est un sang quand même oxygéné et qui va partir dans la circulation systémique. Juste après la naissance, il y a le clampage de cordon et les choses s'inversent. Les résistances systémiques dépassent les résistances vasculaires pulmonaires. Et donc, il y a ce qu'on appelle une inversion du régime de pression. C'est-à-dire, après la naissance, les pressions gauches dépassent les pressions droites, alors qu'avant la naissance in utero, c'est les pressions droites qui dépassaient les pressions gauches. Et donc, après la naissance, puisque les pressions gauches sont plus importantes que les pressions droites, il va y avoir fermeture des chantes, et notamment la fermeture du foramen ovale et la fermeture du canal artériel. Mais cette fermeture n'est pas solide. C'est ce qu'on appelle une phase transitionnelle. Et cette phase transitionnelle peut rapidement décompenser vers une circulation fœtale, c'est-à-dire toute hypoxie, toute acidose, toute hypovolémie, toute hypothermie, ils vont augmenter les résistances vasculaires pulmonaires et le petit va trouver une circulation qui ressemble à la circulation fœtale. Et donc, puisque les pressions droites sous ces contraintes d'hypoxie, d'acidose, hypovolémie, hypothermie vont augmenter les résistances pulmonaires et donc les pressions dans le cœur droit vont dépasser les pressions du cœur gauche, il va y avoir une réouverture des chantes. Passage du sang donc du cœur droit vers le cœur gauche. Mais malheureusement, dans ce cas, après la naissance, le sang qui va passer vers le cœur gauche, c'est un sang qui n'est pas oxygéné et ça aboutit à une hypoxie réfractaire. Autant dans la vie fœtale, le sang qui passe du cœur droit vers le cœur gauche, c'est un sang oxygéné, mais après la naissance, c'est un sang qui n'est pas oxygéné et ça aboutit à l'hypoxie réfractaire. Et donc, moralité, il faut combattre l'hypoxie chez les nouveau-nés, l'acidose, il faut rapidement alimenter les nouveau-nés s'ils peuvent, sinon il faut les perfuser pour combattre l'hypovolémie, et il faut les réchauffer et les couvrir pour éviter à ce qu'on décompense cette phase et on aboutit à l'hypoxie réfractaire. Sur le plan aussi hémodynamique, les muscles cardiaques sont très faibles et donc la contractilité myocardique est faible. Le débit cardiaque est beaucoup plus chronodépendant, c'est-à-dire il dépend beaucoup plus de la fréquence cardiaque plutôt que de la contractilité myocardique. Et tout geste, par exemple, douloureux, ça aboutit à une stimulation plutôt du système parasympathique qui est développé par rapport au système sympathique et ça aboutit à la bradycardie et donc à un arrêt cardiaque parce que le débit cardiaque il est chronodépendant. La bradycardie elle est très dangereuse chez les petits. Sur le plan hématologique, le petit au départ il a un taux d'hémoglobine qui est très important, c'est l'hémoglobine fœtale, mais après 2 mois, 3 mois, il y a ce qu'on appelle une anémie physiologique, aux alentours de 10 à 11, il ne faut pas s'inquiéter. Mais après, le petit il va trouver les valeurs d'adultes. Sur le plan respiratoire, il faut comprendre que la CRF, c'est-à-dire la capacité résiduelle fonctionnelle, est faible. Il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez d'oxygène stocké. Et donc, toute apnée, ça aboutit rapidement à une hypoxie. Le petit, s'il est en apnée pendant 1 minute, ça aboutit rapidement à l'hypoxie. Alors que l'adulte, il faut 4-5 minutes pour qu'une apnée aboutisse à l'hypoxie. Les voies aériennes aussi sont étroites. 1 mm d'œdème, il réduit la surface de section de 75%. Et donc, il augmente les résistances. C'est pour cette raison que les petits, au moment d'une infection, par
par exemple grippale qui aboutit à la laryngite, ils font rapidement une dyspnée inspiratoire. Le diaphragme, il s'épuise rapidement. Et on sait que la respiration chez les petits, c'est beaucoup plus dépendant des diaphragmes, et le diaphragme s'épuise rapidement. C'est-à-dire souvent devant un petit qui fait une gêne respiratoire, une détresse respiratoire, il faut résoudre le problème rapidement parce que ça aboutit rapidement à un épuisement respiratoire. Chez l'adulte, c'est plus puissant, plus robuste, donc il peut quand même tolérer le temps de gérer mieux sur le plan respiratoire. Les côtes sont élastiques, et ça c'est important, on le voit surtout en traumatologie pédiatrique. Un traumatisme thoracique, ça aboutit beaucoup plus à la contusion pulmonaire chez l'enfant, puis après les fractures. S'il y a une fracture costale chez l'enfant, que le traumatisme est plutôt violent. Chez l'adulte, c'est l'inverse. C'est un traumatisme thoracique, ça aboutit en premier à une fracture costale, puis après à la contusion pulmonaire, parce que les côtes sont calcifiées. Sur le plan aussi respiratoire, la respiration est nasale jusqu'à l'âge de 3 mois. Donc, il ne faut pas boucher les narines par des sondes chez les petits. Il faut penser à libérer les narines. La région sous-glottique, elle est étroite. Il risque de faire rapidement une sténose post-traumatique, telle qu'au moment de l'intubation. Donc, il faut choisir des sondes d'intubation très adaptées. La trachée, elle est courte. Si jamais on intube l'enfant, il faut l'introduire de façon très adéquate selon des règles bien précises. Sinon, si on l'introduit un peu plus, c'est le risque d'intubation sélective, ou le contraire, si on n'introduit pas assez, donc le risque d'extubation accidentelle. L'apnée grave, ça on le voit chez les petits, on appelle apnée grave, c'est quand au-delà de 10 secondes et ou associé à une bradycardie, notamment une fréquence cardiaque moins de 80. Sur le plan hydroélectrolytique, c'est des diagrammes il ne faut pas avoir peur de ces diagrammes, mais tout simplement, chez les petits nouveau-nés nourrissons, vous voyez que le volume extracellulaire est très important par rapport à l'adulte, et donc si un petit vomit ou fait de la diarrhée, rapidement il se déshydrate par rapport à un adulte. La volémie, le volume sanguin chez les petits, c'est différent de l'adulte. Chez un nouveau-né, si je prends un nouveau-né, sa volémie est en moyenne 85 ml par kilo. Prenez un nouveau-né de 3 kg, donc 85 ml par kilo x 3, c'est à peu près 250 ml. Vous imaginez, la volémie d'un petit, c'est 250 ml. C'est tout ce qui est là en termes de quantité sanguine. C'est-à-dire, si on opère un petit et donc on ne fait pas attention à la perte sanguine, on risque de perdre toute sa masse sanguine. Une autre formule qui me semble très importante, c'est l'estimation du poids. L'estimation du poids chez les petits, c'est quand vous avez un poids, un âge plus d'un an, comment estimer le poids en urgence si on ne connaît pas son poids, s'il n'a pas ramené son carnet? C'est l'âge plus 4 fois 2. Un petit d'un an, 1 plus 4, c'est 5 fois 2, 10 kilos. On va dire que probablement ce petit, il pèse 10 kilos. Un petit de 2 ans, 2 plus 4, 6 fois 2, 12 kilos. Quand c'est moins d'un an, c'est l'âge en mois sur 2 plus 4. Je donne un exemple. Un petit de 6 mois, donc 6 sur 2, c'est 3, plus 4, c'est 7. Donc un petit de 6 mois, probablement, elle pèse 7 kilos. Et comme ça, vous pouvez agir, administrer des médicaments selon l'estimation pondérale. L'apport hydrique, c'est ce qu'on appelle la règle des 4-2-1. Donc c'est très simple. Les moins de 2 kilos, on met 4 cc par kilo par heure. Je dis que l'apport horaire. Donc 4 cc par kilo par heure pour les moins de 2 kilos. Entre 10 à 20 kilos, et bien sûr, comment calculer, c'est 40 ml, c'est-à-dire des premiers 10 kilos. Puis au-delà de 10 kilos, c'est 2 cc par kilo par heure. Je donne un exemple. Un petit de 12 kilos, donc il a besoin de 40 ml plus 2 fois 2, parce qu'il a 2 kilos plus de 12, plus de 10. Donc un petit de 12 kilos, je mets 40 cc par heure plus 2 fois 2, 4 cc. Au total, donc il a besoin de 40 cc par heure. Et pareil, plus de 20 kilos, donc 60, c'est-à-dire 40 plus 20 des premiers 20 kilos. Et au-delà de 20 kilos, on met 1 cc par kilo par heure. Je donne un autre exemple. Un petit de 22 kilos, je mets 60 plus 2 fois 1, parce que 2 est là. J'ai dit un petit de 22 kilos, il a 2 kilos au-delà de 20. Et donc, ce petit de 22 kilos, il a besoin finalement de 62 cc par heure. Puis après, les électrolytes, sodium, potassium, il ne faut pas oublier, il ne faut jamais perfuser sous lité sans électrolytes. Les petits, ils font rapidement l'hyponatrémie. Donc jamais de sous-lité sans
sodium. Je répète, chez les petits, ils font rapidement l'hyponatrémie. Comment corriger une déshydratation? Vous avez des cours de pédiatrie pour dire que ce petit, il est déshydraté à 5%, 10%, 15%, selon la clinique. Vous avez un score pour ça. Et si vous estimez, par exemple, la déshydratation est à 5%, compensez toujours par le sérum salé, 9 pour 1000. Donc le sérum glucosé, ce n'est pas une soluté pour compenser, c'est le sérum salé qui permet de compenser. Et vous allez mettre 50 ml par kilo si vous estimez la déshydratation à 5%. Par contre, si vous estimez à 10%, c'est 100 ml par kilo. C'est-à-dire 5, ce chiffre de 5, vous multipliez par 10 et vous allez un peu rapidement corriger la déshydratation. Donc je répète, pour 5%, c'est 50 ml par kilo. Pour 10%, c'est 100 ml par kilo. La thermorégulation, il faut prévenir systématiquement l'hypothermie chez les petits parce que quand même là, le rapport surface corporelle sur la masse corporelle, il est augmenté. C'est-à-dire un petit, il a 0,06 mètres carrés par kilo en contact avec le sol. Par contre, l'adulte, c'est 0,02 mètres carrés par kilo en contact avec le sol. Et donc, vous imaginez que le contact avec le sol est beaucoup plus important en termes de surface corporelle chez les petits. Et en plus, la ventilation alvéolaire chez les petits, il est accéléré. Quand on ventile, on dégage de la chaleur. Et donc, les petits ils sont sujets rapidement à l'hypothermie. Évaluation globale. L'impression initiale, c'est ce qu'on appelle, il y a un triangle très simple, triangle d'évaluation pédiatrique. Les Anglais l'appellent PATS, Pediatric Assessment Triangle. Et donc, il a trois composantes. L'apparence, en mauve, en vert, c'est le travail respiratoire, et en rouge, c'est la circulation. Et donc, pour répondre à une question, est-ce que le petit est en menace vitale immédiate ou non? Si le petit est en menace vitale immédiate, il faut appeler de l'aide et commencer rapidement une intervention. Si le petit n'est pas en menace vitale immédiate, toujours appeler l'aide et faire une approche systématique A, B, C, D, E. Et donc, si le petit est en menace vitale, je parle rapidement le pouls. S'il n'a pas de pouls, c'est un arrêt cardiaque. Et donc, il faut commencer par classiquement, on parlait de A, B, C, mais maintenant on parle de C, A, B. C, c'est cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut démarrer rapidement le massage cardiaque, puis après gérer les voies aériennes. Le pouls, s'il y a un pouls, donc il faut commencer à libérer les voies aériennes, à oxygéner l'enfant et vérifier le pouls. Si le pouls est moins de 60, avec une mauvaise perfusion, il faut considérer comme c'est un arrêt cardiaque. Puis sinon, si le pouls est plus de 60, il faut passer à l'évaluation primaire A, B, C, D, E. Ce triangle, les composantes, c'est A. L'aspect général, c'est l'aspect, il est apparemment bien, l'enfant il est éveillé. Donc c'est de vue pour évaluer, selon le triangle d'évaluation pédiatrique, vous n'avez pas besoin d'évêtir l'enfant, vous n'avez pas besoin de stéto, d'examiner, vous juste développer le réflexe de regard. Donc il faut regarder le petit, examiner, ça prend 1 minute en général. Et je donne un exemple très simple, ce petit il a l'air bien. Et l'autre petit, il est en détresse. Si vous êtes en triage, vous allez dire que pour le petit à gauche, il se porte bien, mais par contre, le petit à droite, il n'est pas bien. Donc, c'est prioritaire. Puis après, l'autre élément, c'est la circulation. Donc, il ne faut pas prendre au départ la tension, on ne prend pas au départ la tension ni le pouls, il faut juste voir un peu l'aspect de la peau, pâleur, marbrure, érythème, saignement, rache. Donc, c'est des petits, probablement, il est en détresse vitale. L'autre élément, c'est la respiration. Il suffit de voir un peu l'enfant de loin, dans les bras de ses parents, pour voir est-ce que l'enfant il est agité, est-ce qu'il tire, est-ce qu'il est polypnéique, est-ce que sa voix elle est rauque. Donc, c'est des petites choses qu'on n'a pas besoin d'auscultation ni quoi que ce soit. S'il y a un élément, donc il faut dire que le petit il est en danger. Donc, ça, vous avez vu un peu les éléments de triangle d'évaluation pédiatrique. Puis, après, on passe à l'évaluation primaire. A, B, C, D, E. Donc c'est A et ROE. Donc la position de la tête, c'est très important. Plus de 2 ans, il faut mettre un bio sous l'occiput et faire une extension de la tête sur les premiers vertèbres, c'est-à-dire l'articulation atlanto-occipitale, et non pas une extension de rachis. Je répète, c'est différent. L'extension de la tête sur les premières vertèbres cervicales. Avec un bio, ça permet d'aligner et rendre la respiration facile, voire même, si on veut intuber, donc l'intubation plus facile. Et donc ça, c'est la meilleure position pour libérer un peu les voies aériennes. Vous voyez que le petit, le nez, il est en haut, il regarde en haut. Et ça permet quand même de faciliter la respiration chez les petits. Par contre, il est contre-indiqué quand il y a un traumatisme de rachis cervical.
Quand vous êtes devant un petit moins de 2 ans, l'occiput il est tellement important, donc vous êtes obligé de mettre un bio plutôt sous les épaules et non pas sous la tête. Donc chez les petits moins de 2 ans, un bio sous les épaules. Puis après, les autres éléments d'ouvrir les voies aériennes, il y a ce qu'on appelle le head tilt, c'est-à-dire une bascule de la tête en arrière, la tête sur le premier vertèbre, donc bascule, le head tilt, puis le chin lift, soulever le menton. Puis si ça ne marche pas, il faut faire la luxation mandibulaire, ce qu'on appelle le jaw thrust. Vous avez 3 éléments, le head tilt, chin lift et le jaw thrust. C'est-à-dire basculer la tête en arrière, soulever le menton et si ça ne marche pas, une subluxation de la mandibule. Les canules oropharyngées, donc il faut appliquer les canules, la distance de la canule, c'est le choix plutôt de la taille de la canule, c'est la distance entre la commissure labiale et l'angle de la mandibule. Et donc, si la taille est adaptée, c'est bon. Par contre, s'il est trop long, il va stimuler l'épiglotte, c'est pas bien. S'il est court, il va peut-être comprimer la langue et entraîner une obstruction. Ça, c'est les canules nasopharyngées. Donc ça aussi, choisir une taille adaptée. La taille adaptée, c'est la distance entre l'aile du nez et l'angle mandibulaire. Et ça permet quand même de soulager pas mal de petits. Le masque, il faut choisir un masque adapté. Donc, vous voyez, un masque adapté, c'est entre l'arête nasale et le rebord du menton. Si vous n'avez pas un masque adapté, choisissez la taille un peu plus importante. Les masques de petite taille, ils vont plutôt comprimer les voies aériennes. Mais l'idéal, c'est choisir un masque adapté, l'arête nasale et le rebord du menton. Puis après, je peux qu'on ventile les petits par un embu, qu'on le met en raccord avec de l'oxygène. La ventilation, il faut évaluer la ventilation, notamment la fréquence respiratoire, la mécanique, s'il y a un tirage, auscultation et saturation. Donc la saturation, c'est un élément très important si on veut évaluer l'efficacité de la ventilation. La fréquence respiratoire chez les petits, jamais dans tous les cas, jamais supérieure à 60. Si vous avez une fréquence respiratoire à plus de 60, tel qu'il soit l'âge, c'est que le petit il est polypnique. Mais sinon, il y a des tableaux pour estimer un peu la fréquence respiratoire. Et donc, le petit, s'il est gêné sur le plan respiratoire, une tachypnie, mais après, s'il fait la bradypnie, ce n'est pas une amélioration, c'est beaucoup plus dans un contexte de détresse respiratoire, c'est un arrêt respiratoire imminent. L'intubation, ça, on ne meurt jamais le réflexe. Vous n'êtes pas obligé de connaître les techniques d'intubation, mais il faut avoir un réflexe. On ne meurt jamais par défaut d'intubation, mais on meurt par défaut de ventilation. Donc le premier geste, c'est ventiler, oxygéner. L'intubation, il faut la laisser pour des gens expérimentés. Ça, je passe rapidement. Les corps étrangers, ça c'est une pathologie fréquente quand même chez les enfants, j'aime rare, mais on la voit quand même à l'hôpital. C'est une cause quand même de détresse et parfois même de mortalité. Et donc j'ai un algorithme très simple, c'est-à-dire vous êtes devant un corps étranger, si l'obstruction elle est légère, c'est-à-dire qu'il peut tousser, la toux elle est efficace, donc il faut l'encourager à tousser, et il faut appeler à l'aide, et jusqu'à ce que l'enfant expulse. Si l'enfant expulse, c'est bon. Par contre, si l'obstruction elle est totale, c'est-à-dire l'enfant met ses mains dans la gorge, il devient bleu, il ne peut pas tousser, il ne peut pas crier, si l'obstruction elle est totale. Donc on est devant 2 situations, soit que le petit est conscient, et l'âge moins d'1 an, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Mofanson, c'est-à-dire que 5 tapes dans le dos et 5 compressions thoraciques. Par contre, si le petit il a plus d'1 an, c'est ce qu'on appelle la manœuvre d'Emlich. Par contre, si le petit est inconscient, c'est ce qu'on appelle le petit, probablement il est en train de faire un arrêt cardiaque, c'est le massage d'un patient, c'est démarrer le massage cardiaque, parce que probablement le petit il est en train de faire l'arrêt cardiaque. Et le massage permet quand même de sauver le petit, et c'est une compression thoracique, elle permet l'expulsion de corps étrangers. Je passe. Donc là, je rappelle la manœuvre de Mofanson, donc ça vous avez vu ça dans les cours de secourisme, la manœuvre d'Emlich, pareil, Et donc, les corps étrangers, ça, je vous laisse un peu le lire. Mais ce que je peux vous dire, on avait de toutes les couleurs, les corps étrangers. Mais le plus dominant, c'est les cacahuètes. Puis il y avait les épingles, les sifflets, les clous, les jouets. Donc, pas mal de... Les bouchons de stylo, il faut faire attention. J'expose ça, c'est pour faire de la pédagogie de prévention. Donc, vous voyez un peu les différents corps étrangers responsables de corps étrangers d'obstruction. Et donc, vous pouvez quand même mener un travail de prévention auprès des familles.
L'extraction du corps étranger, elle a besoin d'un bronchoscope rigide, sous sédation, voire anesthésie parfois. Sur le plan circulation, donc la circulation, on peut l'évaluer par le pouls, central, c'est-à-dire carotidien ou fémoral, périphérique, c'est les pouls radiales par exemple, la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque sur l'enfant et les scopés, et la perfusion cutanée, notamment le temps de recoulation cutanée. Donc il faut comprimer et lâcher. Si le temps de recoulation a plus de 3 secondes, c'est pas bien, hein, que l'enfant ne circule pas bien. Puis après, la tension artérielle. Donc vous voyez que la circulation, ce n'est pas uniquement la tension, le temps de recoulation cutanée, la fréquence cardiaque, le pouls et le rythme cardiaque, c'est l'enfant scopé. Mais il y a des éléments qui sont indirects, qui permettent de stimuler la perfusion d'organes, notamment un petit qui urine mal. S'il est en oligurie, s'il a des troubles de conscience, probablement, ça ne circule pas bien dans le cerveau ou dans les reins. Donc, vous avez quand même des indicateurs indirects de la perfusion d'organes. Donc, la pression artérielle, il y a plusieurs les chiffres selon l'âge, mais on peut dire que le minimum, c'est-à-dire la P inférieure à 5, le minimum qu'il faut exiger, c'est que chez les petits moins d'un mois, 60 mm de mercure, entre 1 mois et 1 an, 70 mm de mercure, entre 1 an et 10 ans, c'est 70 plus 2 fois l'âge. Prenez un petit de 2 ans, 70 plus 2 fois 2, c'est 4, c'est-à-dire un petit de 2 ans, au moins je dois exiger une pression artérielle systolique de 74 mm de mercure. La pression artérielle, quand on surveille, il faut surveiller plutôt chez l'enfant la diastolique. Il commence à chuter par la diastolique, puis après la systolique. La chute de la pression systolique, c'est souvent tardif. Hein. Ça prépare un arrêt cardiaque. Et là aussi un élément très important. Comment les petits se comportent devant une spoliation sanguine. Donc, vous voyez qu'un petit, hein, à gauche de cette ligne en pointu, c'est quand l'enfant perd 25 à 30% de sa masse sanguine, il augmente au départ les résistances systémiques. Et donc, sur le plan débit cardiaque et la pression artérielle, c'est normal. Donc, vous n'allez pas détecter la spoliation sanguine ou les états de choc au départ. Le petit, il réagit par augmenter ses résistances vasculaires systémiques. Mais un certain temps, ce qu'on appelle un choc compensé, mais un certain temps, ça devient un choc décompensé. Hein. Il y a rapidement le petit chute de pression artérielle, bradycardie et arrêt cardiaque. Donc il faut agir bien avant que le petit chute sa tension artérielle. Sur le plan, si le petit fait un arrêt cardiaque, c'est le petit il a le cœur médian, c'est différent de l'adulte qui a un cœur paramédian. Et donc, chez moins d'un an, massé par des deux doigts, si on est un seul sauveteur. Puis par contre, si on est deux, donc vous empaumez le thorax et vous comprimez par les pouces. Entre 1 à 8 ans, le massage par le talon de la main. Plus de 8 ans, c'est comme l'adulte. Et bien sûr, le reste, c'est comme vous avez vu un peu dans les cours de simulation. Sur le plan neurologique, pour évaluer l'enfant sur le plan neurologique, il y a un score très simple, AVPU. Quand l'enfant est alerte, c'est 1. V, c'est répond à la voix. P, c'est répond à la douleur. U, c'est irresponsive, il ne répond pas. Si vous êtes à P, c'est-à-dire que vous êtes obligé de stimuler l'enfant pour qu'il réagisse, probablement c'est son score de Glasgow et il est inférieur ou égal à 8. Et il ne faut pas oublier les pupilles et il ne faut pas oublier le dextro chez les petits qui a des troubles de conscience, c'est fondamental. C'est l'exposition, c'est-à-dire que s'il y a un traumatisme, s'il y a une brûlure, s'il y a une hémorragie, la température de l'enfant. L'abord vasculaire, chez le petit, on peut prendre des voies périphériques, on peut prendre des voies centrales, on peut prendre des artères pour surveiller mieux la tension artérielle. Si ça ne marche pas, il y a la voie intra-osseuse maintenant on a dans le service ce qu'on appelle les pistolets qui permettent de prendre rapidement la voie intra-osseuse. 2-3 tentatives chez un enfant en état de choc et ça ne marche pas par voie périphérique, donc il faut passer rapidement à la voie intra-osseuse pour sauver et administrer les médicaments. Donc la voie intra-osseuse, il y a plusieurs sites pour ponctionner. La voie endotrachéale, c'est possible pour certains nombres de médicaments qu'on résume sur le terme de ligne. Par voie intratrachéale, on peut donner de la lidocaïne, l'épinéphrine, l'atropine et le naloxone. Il faut augmenter les doses et il faut flasher. Donc vous voyez, si on résume, c'est plutôt l'évaluation primaire, le A, B, C, D, E. Si il est bien, on doit réagir au fur et à mesure et on passe à l'évaluation secondaire. L'évaluation secondaire, c'est résumé en sample. Sample, c'est-à-dire prélèvement en anglais. Le S, c'est les signes et symptômes. Le A, c'est allergie. M, c'est médicament. Le P, le PAST,
c'est-à-dire le passé, les antécédents. Le L, c'est last lunch, dernier repas, et le E, c'est événement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation secondaire. Puis l'évaluation tertiaire, c'est les tests diagnostiques, sanguins, radiologiques, échographie, scanner, éventuellement, mais selon la synthèse qu'on a fait après évaluation primaire et secondaire. Au total, et en résumé, c'est-à-dire que l'évaluation, c'est l'évaluation primaire, secondaire, puis après tertiaire, et il faut identifier le problème, réagir, et la boucle, il est bouclé. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, toujours, il faut évaluer, stabiliser, intervenir et éventuellement continuer à évaluer l'enfant parce que l'état peut se détériorer à n'importe quel moment. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le reste, on le verra dans les années prochaines. Mais ça me paraît très important pour vous à ce moment. Et je vous remercie.